commencement de tout ceci, il n'y avait rien. Baignant dans son propre fluide, rien était un état qui ne connaissait pas le manque, étant total et donc complet. Cet état se reconnaissait en lui-même, c'était l'harmonie. L'harmonie avait forme indistincte où se trouvait toute forme. Elle se mit à tourner sur elle-même, emportée par cette plénitude qui l'emplissait. Elle girait ainsi, l'harmonie, travaillait dans ses entrailles de tout le possible. Mais comme une joie n'est accomplie que transmise, l'harmonie voulut partager son bonheur. Elle se reconnut animée en tourbillon du seul désir d'enfanter. Au paroxysme de sa gésine, l'harmonie éclata. La scission donna à voir qu'un était quatre. Les choses venaient d'enfanter les éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ces quatre manifestations étaient spéciales, complémentaires mais uniques. Ensemble, elles réalisaient le tout, mais chaque élément se trouvait incomplet tout seul. Les éléments étaient en effet chacun profondément habités de la nostalgie de l'intrication originelle. Cette nostalgie est le sens de l'existence, l'effort de toute chose devant tendre à l'harmonie, l'harmonie étant le modèle de toute chose. Avec l'explosion primordiale, le manque venait ainsi d'entrer au monde. L'harmonie même commença de regretter son éclatement. Chaque élément se vivait comme une amputation. Le désir de retrouver la plénitude les jeta dans des expérimentations troublantes. Ils se mirent à faire des enfants. Voici ce que donna leurs amours. L'eau eut un enfant avec l'air d'abord. On lui donna nom Mamiwata. Elle était précieuse et distante. Son chant seul rappelait au monde son existence, animant la surface des océans. L'air fit un autre enfant avec le feu, et cela donna Yebieso, fils surpuissant et quelque peu colérique qui torturait le ciel lui arrachant des éclairs. Le feu s'unit avec la terre ensuite, le résultat fut Gon, rejetant avorton, indécemment doué et reclus, qui élaborait d'énigmatiques ouvrages céramiques et métalliques. Pour finir, terre et eau eurent une progéniture espiègle qui aimait l'obscurité et se levait dans quelques trous humides. On décida qu'on appellerait celui-là Dan. Ce fut un long effort vain, car Mami et Bieso, Gon et Dan, à quatre étaient un, mais chacun n'était que deux. Voici quatre dualités bien solitaires. L'harmonie n'avait pas été atteinte à nouveau. Le manque persistait. Alors on plaça chacune de ces entités doubles au carrefour des deux éléments parents. Ainsi, Dan, au lieu de rencontre de la terre et de l'eau, Mami, quant à elle, organisait quelque part la danse de l'eau et de l'air, et Bieso frottait l'air au feu, et Gou amalgamait le feu à la terre. Mais les éléments ne renonçaient pas au projet de recréer l'harmonie. Ils firent un jour, ensemble, une nouvelle tentative. Cela donna un être faible, qu'on crut d'abord une nouvelle expérience ratée, tant ce cinquième enfant peinait à la vie. Mais il surprit rapidement. En effet, il connaissait intimement l'eau pour être resté d'abord un moment recroquevillé dans lui. Puis il se mit à ramper par terre, la mesurant sous toute proportion. Il finit par se tenir tout à fait droit, pour achever plus vite de la parcourir, et dès qu'il fut debout, il entreprit de maîtriser le feu. Il le fit tant et si bien que bientôt, de toutes les machines formidables que ce dernier lui permettait de réaliser, il se lança à la conquête des airs. Il fut évident qu'il avait tout. À rebours de ses aînés, l'homme unifiait le monde. Alors les éléments jugèrent que l'harmonie était de retour, et heureux, présentèrent leur jeune frère aux gardiens. Ces derniers, d'abord sceptiques, durent reconnaître l'extrême vivacité du Benjamin, avant de se trouver définitivement séduits par lui. L'homme était en effet plus raffiné que Mami même, plus conquérant que Ebieso, plus créatif que Gon et plus profond que Dan. Mais les gardiens perçurent aussi rapidement quelque chose d'inquiétant en lui. La soif et l'appétit de l'homme paraissaient sans limite.
Il interrogeait et renversait tout. C'était extraordinaire ce que le Benjamin de la création pouvait faire. D'abord, systématiquement, il consultait ses aînés à propos des choses, puis finit par s'émanciper de leurs opinions. Les gardiens tombaient dans l'oubli, le désir de l'homme se déploya tel l'horizon. L'homme se mit à embrasser, puis embraser tout. Son activité commença à étouffer la terre. L'eau devint grise, l'air s'emplit d'odeurs, et le feu même, pour être trop sollicité, se retrouva trouble. Les gardiens eurent l'intuition du danger que, devenu esclave de son hubris, leur frère put devenir un lieu de divorce entre les choses. Alertés, ils tinrent conseil et convinrent qu'il ne fallait jamais le laisser sans surveillance. Aussitôt dit, aussitôt oublié, car Mamie s'en retourna loin, sourlait les tresses sur quelques rochers au milieu des mers. Shango, là-haut, était occupé à piquer de nouvelles crises. Gun, en son atelier, travaillait à on ne sait quel ouvrage, et Dan s'était abandonné à un troglodytique long sommeil. Chacun croyant qu'un autre ou les autres avaient fait son affaire de contrôler l'homme. Quand ils émergèrent de leur retraite, ils virent que l'homme avait rempli la terre d'une nouvelle création, la ville. Des villes partout, des villes de tout genre, s'étendant à perte de vue, faisant craquer les articulations du monde. L'homme avait tout contaminé de sa frénésie. Gun se trouvait harassé de la matière devenue ingérable et qui lui fuyait sous les doigts. Dan ne trouva plus bientôt un seul coin d'alcôve bon où se couler. Mamie se mourait, son royaume n'était plus que cloaque et miasme. Les relents qui s'arrachaient des eaux tissaient avec l'air, augmentant la colère de Ebieso. Ils comprirent leur erreur. Conscients qu'ils ne pourraient jamais abandonner leur occupation, ils décidèrent de créer un nouvel être dédié à la mission d'accompagner et de raisonner l'homme. Ils firent la tortue. Elle arriva, dit-on, à minuit chez l'homme qui l'adopta. L'homme aima tout de suite ce nouvel ami. Tant qu'elle restait à ses côtés, la tortue faisait son métier d'être la conscience de l'homme. Elle lui conseillait de réfréner ses envies, lui trouvait des solutions, pour recycler par exemple ses déchets. Elle lui rappelait l'harmonie. La tortue incarnait l'intelligence de l'homme. Elle devint son meilleur compagnon. Alors les choses commencèrent à se résorber. Tout était pour le mieux. Puis un jour, la tortue voulut découvrir le monde. Elle prévint son ami de son projet, un voyage bref. Elle lui fit promettre qu'il n'entreprendra rien tant qu'elle sera au loin. L'homme promit. La tortue partit, il s'ennuya très vite. L'inaction lui fit bientôt tout à fait insupportable. Il décida de fabriquer quelque chose, une usine, une toute petite, sans aucune conséquence. Il fit cela, mais vit que, même petite, l'usine générait du rebut, toxique. Il eut honte, voulut dissimuler ça, son ami s'en revenant bientôt. Il déversa alors, promptement, les déchets dans un coin de mer. Mais voilà que la tortue, sur le chemin du retour, pour se faire belle pour la rencontre de son ami, voulut prendre un bain et se jeta dans le même coin de mer.